On a maintenant deux manières de regarder l'objet sol lui-même, comment on va l'observer en fait ce sol. Évidemment, on a regardé ce qui se passait en deux dimensions, maintenant on va essayer d'aller en profondeur pour essayer de voir le sol. Il y a fondamentalement deux méthodes, utiliser une tarière manuelle ou réaliser une fosse à la pelle. Je vais d'abord vous montrer comment on peut se servir d'une tarière manuelle. Alors une tarière manuelle, c'est un objet très simple. Vous voyez ici un objet, une tarière qui fait 1 mètre, avec une tête de tarière hélicoïdale, hein. On va procéder par rotation, qui fait elle-même 20 cm. Attention, ça paraît très simple à utiliser, mais je dois vous donner au moins un conseil. Je vous montre. Premier élément, ok. Alors vous voyez que j'ai prélevé en fait ici une petite carotte, on va dire qui fait 20 cm. Et ces 20 cm là, je peux avoir confiance. Traditionnellement, on les pose comme ça sur un demi-tube de PVC, hein, qui est lui-même noté. Donc vous voyez 0,20. J'ai bien ici mon 0,20 cm. Et je peux commencer à faire des observations. Ok ? Cette partie 0,20 cm, il n'y a pas de problème, elle a été bien prélevée, vous avez vu. Maintenant, on pourrait se dire, ma tarière est vide, je retourne dans le trou et je descends de nouveau de 20 cm. Mais franchement, il ne faut pas procéder comme ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est maintenant de descendre d'une demi-tarière en demi-tarière. Je me fais comprendre. Je descends maintenant uniquement de 10 cm. Ok ? Je descends de 10 cm. Et toute cette partie inférieure, je la jette. Je ne la considère pas dans mon observation. Et en revanche, je considère cette partie comme étant bien, ici, le sol 20-30 cm. Pourquoi ? Parce que vous comprenez que quand j'ai remis la tarière, j'ai posé au fond du trou plein de matériaux qui viennent des bords. Et donc, si je n'ai pas cette procédure d'élimination de la partie supérieure, je risque d'introduire artificiellement des éléments de la surface dans mon observation. Bon, ce qui éventuellement pour l'observation pourrait ne pas être trop risqué, mais vous imaginez que si je fais une analyse par exemple de métaux ou de polluants, ça pourrait avoir de très grosses conséquences d'introduire artificiellement depuis la surface des horizons au fond de mon observation. Donc la règle d'utilisation d'une tarière est simple. Au début, on peut tout à fait utiliser, quand on est de la surface, l'ensemble de la tarière, et puis ensuite, on pénètre de moitié de tarière en moitié de tarière, en enlevant systématiquement la partie supérieure, pour ne pas risquer d'avoir un défaut d'observation. Ensuite, le conseil, c'est bien de présenter ça, la continuité des horizons sur un demi-tube de PVC. Je vous ferai juste remarquer quelque chose. C'est une observation qui peut être une observation extrêmement rapide, efficace, de qualité, mais en revanche qui pose un problème parce que notamment les éléments liés à la structure sont profondément modifiés par l'effet de rotation que la tarière implique. Et donc pour faire une observation vraiment parfaite, ça reste quand même imparfait. Deuxième manière d'observer les sols, c'est évidemment de faire une fosse. Alors, dans certains contextes, le creusement est réalisé de manière mécanique, hein, par un bulldozer, mais souvent, l'outil de base, ça reste la bêche, notamment en zone de montagne. Pas de conseil particulier à donner, si ce n'est qu'en théorie, on est censé aller jusqu'à 1 mètre de profondeur, ou atteindre au moins en tout cas la roche-mère. C'est ce que je ne vais pas faire dans mon jardin. Ce que je vous conseille aussi, c'est la chose suivante. Vous voyez que le niveau de surface, non remanié, je le mets de côté, parce qu'évidemment, quand l'opération sera finie, je vais essayer de reboucher pour qu'on ne voit pas, et notamment mon épouse,
le bazar que j'ai réalisé dans le jardin. Quand vous êtes sur le terrain, je vous conseille de faire pareil. Pour les propriétaires des terrains, il est vraiment bien mieux que, après votre observation, pratiquement on ne voit pas la trace de votre passage. Donc, on a mis les horizons de surface de côté pour pouvoir reboucher. Par contre, une fois qu'on creuse, eh bien, ces éléments-là, ce que je vous conseille, c'est de les mettre sur une bâche. Et évidemment, après l'observation, on remettra les éléments au fond du trou pour pouvoir reboucher le processus. Quand on considère que la profondeur suffisante est atteinte, on va donc maintenant, on se retrouve donc devant une phase d'observation que l'on appelle en général le pédon, qui est le profil d'observation, et c'est ça qu'on va décrire. La démarche consiste maintenant à décrire les différents horizons, et puis ensuite, dans un deuxième temps, on caractérisera horizon par horizon. Qu'est-ce que j'entends par repérer les horizons? C'est simplement repérer les éléments qui sont morphologiquement homogènes. Sur le petit profil que l'on a ici, on a l'impression d'avoir un objet extrêmement continu. Pourtant, si maintenant je pose sur une pelle ces deux objets, eh bien, on peut considérer qu'ils ont des différences, notamment, on va le voir en termes de structure, suffisantes pour que l'on définisse deux horizons. Important de noter alors la profondeur au mètre de chaque horizon, sa dimension depuis la surface. Traditionnellement, on ne devrait pas compter les couches OL, OF, OH qu'on a vu tout à l'heure. On devrait commencer à partir du moment où on a bien le contact avec les horizons minéraux. Je vous conseille quand même, pour être beaucoup plus simple, de considérer le zéro comme étant le contact avec l'atmosphère. Ça, c'est incontestable. Ça nous permet d'être beaucoup plus simple. Il faut juste le préciser. Moi, je compte toujours en fait, le zéro, c'est le contact avec l'atmosphère. Le deuxième élément clé, c'est la nature des transitions entre les horizons. Vous voyez cet horizon 1 ici, puis cet horizon 2. Il y a des cas en pédo où on a une transition nette, abrupte. Il y a parfois des transitions comme ça graduelles, on passe de l'un à l'autre progressivement. Elles peuvent être éventuellement diffuses. Je vous renvoie au TD pour ces différents vocabulaires abruptes, nettes, diffus, graduels. Enfin, ces limites, elles peuvent être horizontales, parallèles à la surface, ou au contraire ondulées, ou éventuellement même extrêmement lobées. Et c'est tous ces éléments sur la nature des transitions que l'on doit aussi noter à ce stade. Maintenant, l'étape va consister à décrire horizon par horizon. Et on a pas mal d'éléments différents à décrire pour chaque horizon. Mais on va commencer par les trois éléments de base: couleur, texture, structure. Le premier élément, et ça paraît assez évident, c'est de donner une couleur au sol que l'on observe. On pourrait simplement dire, ce sol, il est brun, il est noir, il est rouge. Mais évidemment, on aurait de grosses difficultés scientifiques à pouvoir utiliser cette valeur parce que les différentes personnes utiliseraient un terme différent. Et donc, en sciences du sol, on utilise partout dans le monde, c'est pas propre à la France, le même référentiel de couleur qui s'appelle, vous voyez, le Munsell Soil Color Book. C'est la référence des couleurs de sol. Alors comment ça marche? Vous voyez que c'est un livre avec différentes planches de couleurs. Vous les voyez ici. Alors, elles ont un nom. Donc vous voyez que ce nom, là en l'occurrence,
75YR. Le Y c'est yellow, le R c'est red. Donc ici, il y a un mélange entre du jaune et du rouge. Et puis je passe à la page d'après, 10YR, donc il y a un peu plus de jaune dans cette page. Ok ? Premier élément. Ensuite, à l'intérieur d'une page, il y a deux axes. Un axe qui s'appelle la value, qui est le fait d'être, vous voyez, plus ou moins clair en haut, plus ou moins foncé en bas. Et enfin, deuxième axe, en abscisse, le chroma, qui désigne la pureté chromatique de la teinte considérée. Et donc, on désigne une couleur en sciences du sol par la combinaison entre les trois variables, la page, qu'on appelle hue, H-U-E, hue, ensuite la value, puis le chroma. En pratique, je prends un échantillon de sol, je veux déterminer sa couleur, et je vais, par simple comparaison, essayer de trouver la couleur qui correspond. Alors moi, je suis un peu daltonien, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais j'aurais tendance à dire que la couleur qui correspond à l'échantillon que j'ai en main, c'est cette couleur-là. Et donc vous voyez que maintenant, comment je veux l'appeler, je vais dire que c'est le 10YR 3, 2. Et donc la couleur de cet objet sol, c'est pas brun, mais c'est 10YR 3, 2. Et on fait ça successivement, couleur par couleur. Voilà pour la couleur. Deuxième élément fondamental de la description, qui est la texture. Alors la texture, c'est, on l'a déjà vu en cours, c'est l'appréciation au doigt de la répartition entre les trois constituants granulométriques de base, les sables, je vous rappelle au-dessus de 50 microns, les limons, entre 50 microns et 2 microns, et les argiles inférieures à 2 microns. C'est l'appréciation tactile nous permettant de regarder quelle est la proportion relative entre ces éléments-là que l'on désigne sous le nom de texture. Je vous rappelle qu'on fait la distinction avec la granulométrie, qui est la mesure au laboratoire de la même répartition entre sable, limon et argile. Alors, sur le terrain, comment on fait ? Ben, on prend l'échantillon en main, et puis on le malaxe, et on essaye de repérer quoi ? Alors, les sables, on les repère parce qu'ils crissent, parce qu'éventuellement ils font un petit peu mal aux doigts, parce qu'éventuellement ils peuvent faire donc un peu de bruit. C'est ça qui permet de repérer l'abondance de sable. Les limons, toujours un peu compliqué, ils laissent un côté un peu talqueux sur les doigts. Et les argiles, en fait, ils offrent, quand il y a beaucoup d'argile, la possibilité d'avoir un comportement plastique au sol. Donc pour déterminer ça, on réalise sur le terrain un petit test. On va faire des boudins. Alors le sol ici, il n'est pas suffisamment humecté. Donc deux solutions. Vous avez sur le terrain emporté un peu d'eau qui vous permettent d'humecter un peu le sol. Voilà. Et vous voyez que maintenant, le sol étant suffisamment humecté, j'essaye de faire un petit boudin très régulier. Voilà, vous voyez un peu mon boudin là. Il n'est pas top, mais il doit être bien régulier. En tout cas, vous voyez que dans ce sol-là, j'ai sans difficulté la possibilité de faire ce petit boudin. J'ai quelques difficultés à le faire un peu long. Bon, une fois qu'il est suffisamment long comme ça, ce que j'essaye de faire, c'est d'en faire une boucle. Ok. Vous voyez que j'ai presque réussi à faire les 3/4 d'une boucle, mais ensuite il a cassé. J'ai pas réussi à en faire une boucle au complet. À partir de cette observation-là, j'ai montré que je pouvais faire facilement un petit boudin, donc j'ai largement plus de 15% d'argile. J'ai réussi à faire 3/4 de mon petit cercle, alors on peut considérer que j'ai peut-être entre 25 et 35% d'argile. Si j'avais réussi à faire complètement le petit cercle, on pourrait considérer que j'ai plus de 40% d'argile.
Pour les textures, à partir du moment où on a 40% d'argile, on peut considérer qu'on a vraiment une texture argileuse. Et je vous renvoie au cours sur lequel on reviendra sur cette notion de texture et d'argile. En tout cas, des petits tests de terrain au boudin, classiques, mais qui permettent d'avoir une idée sur la proportion d'argile. Donc, à partir de là, eh ben, l'appréciation au doigt, allez, pour être clair ici, je ne sens pas de sable. On a vu quand même qu'il y a une teneur en argile qui est non négligeable. Et donc, on pourrait considérer ici qu'on a affaire à un sol argilo-limoneux ou limono-argileux. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais si on n'a pas d'eau, parce qu'en général, on n'a pas d'eau sur le terrain, ben, qu'est-ce qu'on fait pour réaliser ce test? Évidemment, on crache et on réalise le même test, mais avec de la salive. Je ne vais pas le faire ici. Enfin, dernier élément fondamental, j'ai parlé des 3 bases de description du sol: couleur, texture, structure. Donc vous avez bien noté, texture, c'est limono sableux, argilo-limoneux, etc. La structure, c'est quoi? Vous voyez que j'ai deux types de matériaux devant mes doigts. Ils ont à peu près la même couleur. En fait, ils ont à peu près la même texture. Seulement, vous voyez que dans ce cas-là, j'ai des petites... La matière, elle est organisée en petits grumeaux, très fins. Et on voit à peu près rien d'autre. Alors que dans ce cas-là, on voit des agrégats beaucoup plus grossiers. On va les prendre ici, peut-être qu'ils sont plus visibles. Vous voyez cette structure-là? C'est une structure beaucoup plus grossière qu'on ne rencontre pas du tout dans l'horizon superficiel. Donc là, on a un agrégat. Comprenez bien que ça, c'est pas un grain de sable, un grain de limon, c'est pas la particule que j'ai en main, mais c'est des particules qui sont arrangées et qui forment un volume homogène, un petit polyèdre. En l'occurrence ici, on a un polyèdre subanguleux. Vous voyez qu'il n'a pas des angles très très acérés. Et donc on avait d'un côté une structure en grumeaux que l'on appelle une structure grumeleuse, et de l'autre côté une structure, alors c'est pas la plus belle structure polyédrique du monde, mais c'est celle qu'on a dans mon jardin. En tout cas, vous voyez assez clairement cette différence, grumeaux d'un côté, polyèdre de l'autre, et c'est ça l'appréciation de la structure. Donc au moment où on décrit le sol, j'ai décrit tout à l'heure sur la pelle, mais en fait évidemment on essaye de bien regarder un peu le profil, on essaye de ne pas trop lisser, on essaye de ne pas créer des structures avec le couteau, et on continue l'observation. On a vu horizon par horizon, donc je l'ai fait pour les 2 horizons, mais la couleur, la texture et la structure. Maintenant, on va compléter cette information avec d'abord une description du profil racinaire. Donc on va décrire l'abondance de racines dans cette premier horizon. Donc à la fois, d'abord, est-ce que ces racines sont abondantes, très abondantes, peu abondantes, absentes, etc. On va essayer de regarder aussi leur morphologie. Est-ce qu'on a affaire à des racines très fines, éventuellement grossières, ce que l'on n'a évidemment pas ici. La manière dont ces racines se développent dans le profil, est-ce qu'elles sont verticales, horizontales, est-ce qu'elles sont gênées par des éléments physiques ou chimiques? Et donc on décrit ce profil racinaire. Donc densité, direction, état sanitaire de ces racines. De la même manière, on va aussi décrire dans un deuxième temps les éléments grossiers. Alors vous vous rappelez, les éléments grossiers, c'est les éléments qui font plus de 2 mm et qui sont dans le profil, les cailloux. Et donc de nouveau, on va les regarder, essayer de regarder leur nature, leur forme. Est-ce qu'on a affaire à des graviers, donc ils sont supérieurs à 2 mm mais inférieurs à 2 cm? Est-ce qu'on va affaire à des cailloux? Est-ce qu'on a affaire à des pierres? Est-ce qu'on a affaire à des blocs? Je vous renvoie dans le cours pour les limites entre ces différents éléments. On regardera aussi leur nature. Vous voyez ici un petit galet, de nouveau cristallin. Là, en l'occurrence, je pense qu'on a affaire à des matériaux qui sont des matériaux morainiques pour ce qui concerne ce sol. Mais vous voyez qu'à côté de ce petit morceau de moraine, on a un bout de calcaire. Et donc, on a bien un mélange, en l'occurrence dans ce jardin, entre des éléments grossiers provenant du calcaire, qui est le substrat de base, et puis d'une formation superficielle avec des matériaux morainiques.
pendant que j'y suis sur la description donc, de ces éléments grossiers, qu'est-ce qu'on va dire? On va essayer de donner de l'information sur leur abondance, leur taille donc, et puis leur nature. J'ai la picette d'HL en main, et donc maintenant on va aussi regarder un élément très important, c'est est-ce que, non pas les éléments grossiers, mais est-ce que le sol lui-même, la matrice elle-même, fait effervescence? Alors on peut regarder ça sur le profil. Et vous voyez que l'horizon de surface, alors je ne sais pas si vous avez vu, je vais le refaire. Fait clairement effervescence. On vérifie l'effervescence, donc non pas des éléments grossiers ou des cailloux, mais de la matrice. Et vous voyez ici que ce sol fait clairement effervescence. Et donc, il y a encore des carbonates libres, de la calcite, CaCO3, en abondance dans ce profil. Ce profil est encore carbonaté. Donc vous imaginez bien, par exemple, que ce profil, je sais tout de suite qu'il va avoir un pH très élevé, normalement on va dire de 8,3, mais très souvent, en tout cas ici, supérieur à 7, 7,5. Et donc on a une information physico-chimique de terrain, simplement avec HCl. Dans un certain nombre de cas, quand ça se justifie, moi j'ai l'habitude d'avoir des petits tests aussi pour mesurer au moins un ordre de grandeur de pH. Il ne faut pas espérer aller bien au-delà de simplement l'unité pH, mais c'est déjà une bonne information pédologique importante. Donc j'utilise soit des bandelettes pH, soit un indicateur coloré de terrain. On a vu racines, éléments grossiers, effervescence. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Dans un certain cas, on l'a vu dans le cours, ce qui est fondamental, c'est la présence de taches d'oxydoréduction. Des taches noires ou des taches rouilles d'oxydoréduction du manganèse ou du fer. Je vous rappelle qu'on peut s'en servir comme indicateur de saturation, de conditions d'oxydoréduction, en l'occurrence de conditions réductrices. Quand on a des taches, on peut même affirmer qu'on passe d'un état oxydé à un état réduit, avec le fer qui passe de l'état ferreux à ferrique. Je vous renvoie au cours. Mais cette observation des taches sur le terrain est évidemment une observation super importante. Je suis incapable de vous les montrer ici parce que dans mon jardin, il n'y a aucun sol qui subit des phases d'oxydoréduction. Et donc, tous les sols que je peux vous présenter dans mon jardin sont dépourvus de taches. Mais je vous renvoie quand même au cours. Attention, c'est un critère très important. Je vous rappelle que par exemple, en France, réglementairement, les zones humides sont définies à partir de la présence de ces traits redoxiques, voire de ces traits réductiques quand les niveaux sont entièrement saturés. Donc, racines, éléments grossiers, réaction HCl, présence de taches. Enfin, dans certains contextes, dans certaines pédogénèses, il est intéressant de regarder avec attention les agrégats pour voir si on n'observe pas des faces un peu luisantes, des revêtements à la surface des agrégats qui témoigneraient de phénomènes de lessivage. Là encore, les cours qui viendront, on reviendra sur cette notion de lessivage. Simplement sur le terrain, ça se repère notamment à la surface des polyèdres avec la présence de faces luisantes, de revêtements dans ces cas-là. Enfin, dernière observation qu'on peut réaliser dans ces contextes-là, c'est aussi des polyèdres qui montrent que les polyèdres bougent les uns avec les autres. Et donc on a affaire à ce qu'on appelle des slick inside. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer, mais qui témoignent de mouvements entre les agrégats. Et pour être clair, c'est très lié à la présence des argiles gonflantes. Vous vous rappelez les smectites ou les vermiculites qu'on a vu dans le cours et qui ont la propriété d'insérer de l'eau en position interfoliaire et d'avoir des distances interfoliaires variables et donc génèrent des mouvements, humectation, dessiccation, humectation, dessiccation, des changements de volume. Je résume, donc texture, structure, couleur, et pour les éléments annexes, les éléments essentiels, racines, éléments grossiers, effervescence, éventuellement revêtement, taches. Il peut nous arriver aussi de décrire, quand cela a du sens, la matière organique. Et enfin, évidemment, si vous voyez des traces d'activité biologique, des vers de terre, à la fois les vers eux-mêmes ou des turicules, des fourmis, tout élément de la faune du sol, évidemment, vous l'indiquez dans la description. Et je crois qu'on a à peu près vu l'essentiel de la pratique de la description des horizons. Attention, j'ai peut-être pas été suffisamment clair,
cette description de ces traits, texture, structure, couleur, tâches, etc., on le fait horizon par horizon. Donc je ne l'ai pas fait de manière très organisée, mais on devrait le faire d'abord sur le premier horizon, et puis on répète l'opération sur la deuxième horizon, etc., etc. Bon, on a à peu près fini notre boulot. Vous voyez qu'on a rebouché. En replaçant les mottes, bah, vous voyez que globalement, on ne voit pas trop qu'on est passé. Mon épouse ne va pas me tomber dessus parce que j'ai fait un trou dans la pelouse. Et en tout cas, on arrive à faire un truc qui tient à peu près la route sans avoir détruit complètement l'espace. Donc, vous avez vu à peu près comment on s'en sort. Maintenant, évidemment, qu'on a décrit les horizons, l'élément de base, ça va être de nommer ces horizons un par un en fonction des critères qu'on vient de décrire. Donc ça va être nommé, on va voir une lettre horizon par horizon en fonction de ses caractéristiques. Et puis dans un deuxième temps, une fois qu'on a décrit les horizons, qu'on leur a donné une lettre, donner un nom au type de sol en essayant de comprendre quel type de pédogénèse est en train de se réaliser dans ce milieu. Et donc ça, c'est les étapes qu'on verra maintenant de manière plus théorique en cours. Maintenant, pour finir, ce que je peux vous inviter, vous avez vu que moi je suis juste allé dans mon jardin. Alors, en fait, c'est un jardin de ville, hein, il n'est pas très grand, mais j'imagine que plan par plan, on a l'impression qu'il est immense. Mais en tout cas, voilà, c'est des observations de base. Dès que le confinement sera fini, j'espère peut-être qu'on aura l'occasion d'aller ensemble sur le terrain pour que je vous montre comment ça marche. Mais si ce n'est pas le cas, parce qu'on n'a pas l'occasion d'aller ensemble sur le terrain, c'est simple, vous allez en forêt, vous prenez une pelle et les observations que je viens de faire là, vous pouvez vous les réaliser très simplement et vous découvrez que derrière cette discipline qui paraît des fois un peu théorique, ça commence d'abord par simplement de l'observation tout à fait simple de l'objet sol en question. À bientôt.